je m'appelle Sébastien Charrier, voilà, ça marche. Je suis le cofondateur d'un outil qui s'appelle bum.sh. Sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur scharrier. N'hésitez pas à me pinguer, à me poser des questions dessus, à me tacler si vous trouvez ça pas très bien. Je réponds toujours, avec grand plaisir. Et je suis ici pour vous parler du fait, si vous étiez à la conf précédente, le jour où vous serez capable de déployer 435 fois dans la même journée, oui, il vous faut des outils, mais il vous faut aussi des gens. Et embaucher, faire grossir son équipe, c'est pas quelque chose de très facile. Alors si vous êtes venu ici pour que je vous raconte l'histoire de Bump et comment on est devenu une très très grande équipe, ça va pas être le cas, parce que je vais vous raconter comment on est passé de 0 à 2, donc ça va endormir tout le monde. On va faire autre chose. Je vais plutôt vous parler d'un ensemble de boîtes dans lesquelles je suis passé, qui ont connu une forte croissance, ou en tout cas une croissance suffisamment importante pour qu'on double ou on triple en moins d'un an le nombre de personnes avec qui je travaillais. Je suis passé chez Capitaine Train, Trainline, pour ceux qui connaissent, mais voir aussi dans des petites PME où quand je suis arrivé on était 8 et 2 ans après on était 30. Et c'est plutôt de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors imaginons que vous ayez un produit que vous vendez, et puis à un moment donné, ça y est, vous arrivez au moment où vous avez de l'attraction, ça marche, vous vendez. La première chose que vous allez faire, c'est essayer de gérer ça. Donc en général, on commence par ramer un peu plus vite, ça marche en début, puis à un moment donné où ça devient compliqué. Et donc du coup, vous allez vous dire, ok, c'est bon, ça y est, là on peut embaucher des gens, on va commencer à grossir un petit peu. Ayez conscience d'un truc, c'est que les premières personnes que vous allez recruter vont être la base de quelque chose qui va durer longtemps et qui sera difficile à transformer. Si vous plantez sur les premières recrues, qui vont réellement poser les fondamentaux sur la valeur, sur la culture, sur la façon de travailler, vous aurez du mal à revenir en arrière. Donc ces premiers choix sont vraiment hyper importants. Vous allez devoir faire attention à certains éléments, c'est que les valeurs de ces personnes-là correspondent vraiment à vos propres valeurs, aux valeurs que vous voulez porter avec votre entreprise, à votre vision, et le pourquoi est-ce qu'ils viennent travailler avec vous. Ces trois éléments-là, vous devez les avoir vraiment en tête, et je pense qu'il vaut mieux, à un moment donné, mettre ça en avant plutôt que des compétences au tout début, parce que, quitte à embaucher ces mecs qui seront plus compétents juste après, mais pour vraiment poser des bases qui sont saines. Le deuxième élément, c'est, et dès que vous allez passer les 2 ou les 3, c'est d'essayer de créer une équipe qui soit cohérente, des gens qui savent réellement travailler ensemble. Et pour être passé dans plein de boîtes différentes, j'ai vu que souvent, c'était, alors que ça paraît hyper évident, c'était pas le cas. Quand je suis passé à Capitaine Train, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué, intéressé, c'est sur le process de recrutement. Capitaine Train a réussi à créer ça, des équipes qui sont cohérentes, grâce, à mon avis, à leur process de recrutement. Alors, en passant dans mes 15 années précédentes, j'ai passé différents types d'entretiens. L'entretien standard de base dans une petite boîte où on va rencontrer son futur responsable et puis son boss, ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure, et puis en 1 heure, on sait que si on est pris ou si on n'est pas pris. On a l'équivalent opposé, les GitHub, Facebook, Google, Uber, qui vont vous faire passer 10 entretiens avec 5 personnes en face de vous à chaque fois. Et puis si vous loupez ne serait-ce qu'un tout petit bout d'exercice, à un moment donné, boum, c'est terminé. Capitaine Train, c'était vraiment entre les deux. L'idée était que vous rencontriez 5 personnes différentes, une personne au moins de votre équipe, voire 2, 3 personnes qui sont dans d'autres équipes qui n'ont absolument rien à voir avec la vôtre. Chaque entretien est en one-to-one. Et durant l'entretien, les gens vont simplement essayer de vous connaître. Évidemment, on va tester un petit peu vos compétences, il y a un petit test technique, mais le but est vraiment de voir si vous êtes compatible avec ces gens-là. À la fin de la journée, les 5 personnes se regroupent, discutent, parlent de comment ça s'est passé, et il suffit qu'il y ait une de ces 5 personnes qui disent qu'elle ne veut pas travailler avec vous, et vous n'êtes pas pris. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire que quand vous allez arriver dans la boîte, vous savez qu'il y a au moins 5 personnes qui ont réellement validé le fait qu'ils avaient envie de travailler avec vous. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces 5 personnes, quand elles ont été recrutées, elles-mêmes, elles ont été validées par d'autres. Ce qui fait qu'on crée une espèce de masse cohérence de gens qui savent travailler ensemble, qui aiment travailler ensemble. Et pour l'avoir vécu pendant 2 ans, ça crée une dynamique et une espèce de volonté d'entraide qui est incroyable et que, pour le coup, moi, j'avais difficilement vécu avant. Quand vous allez recruter, vous allez évidemment être confronté à un problème de taille qui est la difficulté de trouver des gens qui soient compétents et qui matchent avec votre équipe. Alors en particulier, si vous cherchez des développeurs. Moi, je suis développeur. En ce moment, pour nous, la vie est relativement belle. C'est-à-dire que sur le marché du travail, on est plutôt à l'aise. On nous demande beaucoup. Mais évidemment, de l'autre côté, quand on est une entreprise et qu'on cherche des développeurs, actuellement, c'est compliqué. Alors il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. On peut avoir recours à des chasseurs de tête. On peut, il y a plein d'astuces. Moi, j'en vois une qui, sur le long terme, et de mon point de vue la plus efficace, c'est de travailler sur l'image qu'a votre entreprise sur les gens que vous voulez embaucher.
J'ai 2 exemples assez marquants de ça. En France, aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui communiquent énormément sur leur façon de travailler. Je pense à une boîte comme Alan, la mutuelle, enfin l'assurance. Trendline faisait ça aussi beaucoup. Même d'un point de vue plus local, je pense à Do You Buzz, qui a beaucoup communiqué sur tous les changements qu'ils ont apportés dans leur entreprise. Et ça apporte de la valeur. Ça montre que, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner ce que vous avez appris. Et de deux, ça donne aux personnes qui envisagent de venir travailler chez vous, une bonne vision, une bonne image de comment ça se passe à l'intérieur. L'autre possibilité que vous avez, si vous cherchez des développeurs, c'est de contribuer à contribuer à l'open source. Vous en utilisez, on en utilise tous les jours. Si en retour, vos développeurs ont la possibilité de coder, de déployer de l'open source, de montrer à la communauté à quel point ils sont bons, à quel point ils ont la possibilité de le faire, c'est une bonne chose. Alors évidemment, tout ça, ça fonctionne si on n'est pas que sur de la surface. Si vous êtes embauché et que 3 jours après, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qu'on vous a dit, c'était le bullshit total et que ça ne se passe pas du tout comme ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit porté de fond, de base dans la boîte. Quand vous avez réussi à trouver des gens qui matchaient, il va falloir gérer le moment où ils vont arriver. Alors, là, je vais vous balancer des évidences, mais si je vous les balance, c'est parce que j'ai vécu l'exact opposé plein de fois dans ma vie. L'arrivée dans une entreprise, c'est un moment qui est hyper important. Il n'y a rien de pire que notre premier jour dans une boîte où on se retrouve merde, je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça arrive régulièrement. Donc mon conseil, c'est juste acheter le matériel à l'avance, préparer un vrai onboarding. Merci Captain Obvious, on sait, c'est des choses de base, mais je vous assure que moi ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, on me demande d'arriver à 9h le matin, lundi matin, j'arrive, et 1, le mec qui devait me recevoir n'est pas là, 2, on me dit que mon ordinateur a été commandé, mais du coup il arrivera dans 2 semaines, donc on va peut-être te trouver un petit ordinateur du stagiaire qui était là il y a 2 mois. C'est horrible. Faites tout ce que vous pouvez pour que la première journée soit un vrai moment marquant. La seule première journée dont je me souviens positivement était ma première journée à Captain Train. Pourquoi ? Parce que le matin je suis arrivé, j'avais quelqu'un qui m'attendait à l'heure, que mon ordinateur, pour un problème lié à la poste, mon ordinateur n'était pas arrivé, mais le mec est allé en courant à l'Apple Store le plus proche pour aller m'acheter mon Mac et revenir pour qu'à 9h30 je l'ai. J'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné toute la journée. À 16h, on avait un pot d'arrivée. On m'a fait rencontrer toute l'équipe, on m'a présenté à tout le monde. Bref, je suis rentré le soir chez moi, j'ai appelé ma meuf en mode « Putain, ils sont magiques ». Donc ça, c'est vraiment un truc cool. Je parle d'un petit goûter, ça peut être aussi une petite soirée que vous pouvez faire d'arrivée. Enfin bref, un moment où les gens vont pouvoir se rencontrer un petit peu différemment. Le fait d'aller faire un petit peu la fête, ça peut aider. Au-delà de cet aspect plaisir de l'arrivée, il y a d'autres choses qui sont importantes. Évidemment, c'est le fait que les nouveaux vont devoir s'approprier la culture de votre entreprise et surtout le domaine métier sur lequel vous travaillez. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aider à ça. La première que je vois, c'est avoir un vrai process de formation lors de l'onboarding. Quand on arrive à Captain Train, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on avait 3 semaines de formation où tous les jours, on avait environ 2 heures de formation sur un sujet, quel qu'il soit, qui était en lien avec la boîte. Ça pouvait être sur une présentation des différents transporteurs européens ferroviaires, ça pouvait être une explication sur la SNCF, comment ça se passe entre le moment où vous bookez un billet et le moment où vous rentrez dans le train, une formation sur le paiement sur Internet, enfin bref, tous les sujets qui touchaient de près ou de loin à l'entreprise, on était formés pendant 3 semaines. Ce qui fait qu'au bout de 3 semaines, alors on en prend plein la tronche, c'est sûr, les journées sont fatigantes, mais au bout de 3 semaines, on commence à comprendre un petit peu ce qu'il fait. La code review, alors ça c'est un sujet qui me passionne, je fais une autre conf, vous pouvez la chercher sur YouTube si vous voulez, Sébastien Charrier, code review. La code review, pour accueillir un développeur, c'est probablement l'idée la meilleure que vous puissiez mettre en place. Alors de base, la code review est une très bonne idée, si vous n'en faites pas aujourd'hui, commencez dès demain, mais quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas votre base de code, qui ne connaît pas comment ça se passe chez vous, qui ne connaît pas la technologie, en pratiquant la code review et le pair programming, le fait de bosser côte à côte, dès la première journée, la personne peut commencer à coder. Dès la première journée, la personne peut commencer à se rendre utile et à comprendre comment ça se passe. Et puis évidemment, il y a d'autres choses comme écrire des style guides, écrire des comptes rendus. En fait, moi, je pars du principe que dans votre boîte, tout doit être écrit. Tout ce que vous pouvez doit être écrit. Je vais donner un petit exemple. Ça derrière, c'est le wiki d'une petite startup qui s'appelle Milcantine que j'ai accompagné l'année dernière pour justement créer leur équipe technique. Donc ils ont un wiki sur Notion.so qui est un très très bon outil pour ce genre de choses. Ça c'est la première page du wiki. Et le wiki commence par dire si quelque chose n'est pas écrit, ça n'existe pas. Si vous avez pris une décision, qu'il n'y a pas un compte rendu, qu'elle n'est pas écrite quelque part, vous n'avez pas pris de décision. Et l'idée derrière ça,
c'est de vous permettre, d'à n'importe quel moment, retrouver le contexte, savoir pourquoi est-ce que telle et telle décision a été prise. Donc pour vous déjà, en tant que fondateur, salarié, existant, c'est pratique, mais surtout quand demain vous avez des nouveaux qui vont arriver, ça va leur permettre de connaître tout l'historique. Là, je ne sais pas si vous voyez derrière, non, ah oui, on voit pas. Mais à gauche, on a la liste de tous les comptes rendus de toutes nos réunions. En fait, à chaque fois, ça prend 5 minutes. On l'écrit juste en live ou en dernier, enfin, juste après, et c'est poussé directement en ligne. Donc il y a plein d'outils pour ça, je vous les passe. Hein, mais, moi, j'utilisais beaucoup Notion. À Captain Train, on utilisait MediaWiki, l'outil qui est derrière Wikipédia. Ça peut être un Google Drive. Ça peut être n'importe quoi du moment que ça répond à 3 choses, que n'importe qui puisse l'éditer. Les wikis à base de git push, c'est vachement bien quand on est développeur, mais dès qu'on veut intégrer d'autres personnes pour le faire vivre, c'est plus compliqué. Faire qu'on puisse être plusieurs à modifier. Si vous voulez maintenir à jour, il faut absolument que tout le monde puisse mettre à jour les pages. Et le dernier point, c'est que ce soit facile, qu'il soit facile de rechercher dedans. Donc après, des outils, il y en a plein. Donc là, on parlait de communication asynchrone, tout ce qui doit rester, mais l'écrit est évidemment une très bonne chose aussi pour la communication synchrone. Petite question ici, qui utilise Slack dans sa boîte, s'il vous plaît, levez la main. C'est incroyable. Je parle bien de l'outil Slack. Hein. Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose que Slack, une messagerie interne qui n'est pas Slack? Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'utilisent pas du tout de messagerie interne? Ayez pas honte, hein, c'est pas... Ok. T'es freelance? Ok. Donc ouais, Slack, voilà, c'est incroyable les parts de marché qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est vachement bien, ça résout plein de problèmes, en même temps sans en créer d'autres, dont le fait de procrastiner un petit peu plus, d'être interrompu beaucoup plus. Enfin voilà, il faut faire attention, mais malgré tout, c'est intéressant. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Et le dernier point qu'on entend souvent, c'est quand vous grossissez, mettez en place des process. Comme ça, tout le monde sait comment faire les choses. Je pense que c'est une connerie fondamentale. Je pense que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux automatiser ? Alors, on ne le voit pas, je suis désolé parce que c'est très pixelisé, mais en fait, là derrière, à gauche, vous voyez un ensemble de petites tâches manuelles à faire pour déployer votre application. Je vous le lis vite fait, alors dupliquer le répertoire app, faire un R5 de votre répertoire local publié, échanger les deux répertoires, migrer votre base de données, etc. Ça marchait super bien dans les années 90 et 2000. Vous balancez ça à un développeur qui vient d'arriver chez vous aujourd'hui, ça ne marche absolument pas. Aujourd'hui, on veut quoi? Ce dont parlait notre précédent speaker, un robot qui va faire la chose pour vous, pas vous poser de questions et balancer une ligne de commande et vous avez pu déployer. Donc tout ce qui peut être automatisable doit l'être. Et évidemment pour le reste, il reste les process écrits où on vous explique comment faire les choses. Une fois que vous avez tout ça en place, vous débloquez un niveau qui est hyper intéressant, qui est le niveau du travail remote. Puisque toute votre communication passe sur des supports virtuels, vous n'avez plus besoin réellement d'être dans la même pièce pour travailler. Alors ça vous permet quoi? Ça vous permet de devenir SNCF-proof. Actuellement, il y a des boîtes qui sont réellement passées au télétravail à cause des grèves, mais qui du coup n'étaient pas du tout prêtes pour le faire. Donc le fait d'avoir déjà dans votre architecture de base ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que demain il y a un gros problème, vous ne pouvez pas venir, et c'est pas gênant. En vrai, sans être un peu troll, vous avez évidemment moins besoin de bureaux. Rajouter 20 personnes sur Slack, c'est 20 secondes. Rajouter 20 personnes dans des bureaux qui sont prévus pour 20, qui étaient déjà à moitié pleins, c'est beaucoup plus compliqué. À partir du moment où vous commencez à travailler un peu en remote, vous pouvez commencer à tourner, avoir un même bureau qui va être utilisé par plusieurs personnes, pas au même moment dans la semaine. Nous, on faisait beaucoup ça à Trendline. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Le deuxième point qui devient hyper intéressant, c'est que vous pourrez recruter n'importe où. Alors quand on s'appelle Sébastien Charrier, qu'on est localisé à Angers ou à Saint-Étienne, c'est hyper pratique de pouvoir recruter n'importe où parce que dans les villes étant petites, c'est difficile de faire venir des gens ou de trouver des gens. Mais même si vous êtes à Paris ou dans une grande ville, si vous êtes confronté à un moment où votre boîte explose et vous devez recruter beaucoup, le fait de pouvoir recruter des gens n'importe où sans avoir à leur dire il faut absolument que tu déménages sur Paris, c'est un vrai bon moyen pour retrouver des personnes, des vrais talents que vous auriez eu du mal à faire venir sinon. Et le dernier point, c'est que tout le monde gagne en liberté. Il y a un mec qui est hyper connu sur le travail remote qui s'appelle Jason Fried, qui est un des fondateurs de Basecamp. Donc ils ont écrit un énorme bouquin que je vous conseille vraiment, je l'ai déjà vu passer hier, il s'appelle Remote, qui est hyper intéressant. Ce mec-là dit un truc, il dit que le travail n'arrive jamais au travail. En fait, il explique que dans notre vie quotidienne, les vrais moments où on résout des problèmes, les vrais moments où notre cerveau se met à tilter,
c'est jamais quand on est assis statique derrière un bureau. Je pense qu'on a tous vécu dans cette salle le moment où on se réveille le matin en mode mais putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse, ou sous la douche, ou sur le trajet. Et du coup le fait de pouvoir travailler n'importe où à n'importe quel moment, ça permet de mettre ça en place, de se synchroniser là-dessus. Alors le prix à payer, enfin pas le prix à payer, mais instinctivement, ce qui se passe souvent dans ce moment-là, quand on passe vers le mode remote, c'est qu'on a du mal à garder confiance. Le mec est chez lui, tranquille, t'es genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire là tout de suite? Je suis pas sûr qu'il soit vraiment en train de bosser. Déjà, de base, globalement, ça se passe pas comme ça. Et surtout, même si ça se passe comme ça, il y a une erreur qu'il faut pas faire. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de rajouter du contrôle. Je suis pas sûr qu'il bosse vraiment, du coup je vais vérifier. Puis je vais rajouter des niveaux de hiérarchie aussi comme on est 500 aujourd'hui, je voudrais vérifier que vraiment tout le monde fait bien son travail de 9h à 18h tous les jours, et puis voir comment est-ce qu'ils sont productifs. Ne faites pas ça. Ne rajoutez pas de chef. Des boîtes qui ont 7, 8 niveaux de hiérarchie, c'est généralement une énorme connerie. Pour vous donner un dernier petit exemple à Trendline, donc à Trendline aujourd'hui c'est 400 personnes, je crois, ou 500 personnes, et ça n'a pas changé. À l'époque, ça c'est le petit organigramme de ma petite équipe au bout de 6 mois. Donc on était 5, et en fait on avait un manager. Et ben dans l'organigramme de la boîte, le manager il n'était pas du tout au-dessus de nous. Le manager était en dessous. Pourquoi? Parce que son vrai job n'était pas du tout de nous contrôler, il n'en avait rien à foutre qu'on commence à 11h le matin à travailler. Son vrai job, c'était de faire tout ce qu'il pouvait pour qu'on fasse notre boulot correctement, pour qu'on soit heureux de travailler. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Une toute dernière petite chose, parce que là je vous ai parlé beaucoup de comment est-ce qu'on fait venir les gens, mais on sait bien tous que dans une entreprise, dans un projet entrepreneurial, les gens arrivent et les gens partent. Mon petit conseil, c'est de bien gérer aussi les départs. Si vous gérez bien, si les gens partent heureux de votre boîte, ils seront d'excellents recruteurs. Je suis une bonne preuve de ça. Ça fait 1 an que j'ai quitté Trendline. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion et d'amour parce que vraiment cette boîte-là a radicalement changé ma façon de voir les choses. Alors, vous n'avez pas réussi à lire, si à peu près. Ça, c'est un tweet d'un ancien collègue et ami qui est parti il y a 1 semaine et qui dit qu'il a appris chaque jour des choses incroyables au contact de cette équipe. Merci pour tout, pour votre bienveillance permanente, pour m'avoir fait aimer encore plus les trains, m'avoir fait tant progresser humainement et professionnellement. Le jour où vous avez les gens qui partent de votre boîte et qui en parlent comme ça, vous avez vraiment, vraiment gagné quelque chose. Si je dois terminer ça, on parle beaucoup ici d'entrepreneuriat, de projets, d'argent en fait, mais tout ce qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est des envies de créer des choses, c'est des envies humaines. C'est le dernier truc que je peux vous dire, c'est juste, mettez tout ça en place, mais mettez-le surtout dans un coin de tête, gardez le fait de, ok, je fais tout ça, mais pour me rendre heureux, pour rendre heureux les gens qui bossent avec moi, et je vous assure que vous verrez qu'à la fin, ça crée quelque chose. Merci beaucoup, je suis dispo aujourd'hui un peu partout, donc on peut en discuter après. C'est un vrai plaisir de vous voir. Merci.